En tout cas, arrêtons-nous un instant maintenant sur l'arsenal militaire iranien. On va venir à l'arsenal côté américain, mais l'arsenal iranien, c'est un des arsenaux militaires les plus importants, les plus diversifiés du Moyen-Orient. Il comprend bien évidemment des drones, des armes anti-navires, mais ce qui demeure très incertain, je crois, ce soir, Général Richaud, et ça pose problème, c'est le volume actuel de son stock de missiles balistiques. Oui, ça, c'est l'incertitude. Oui. Parce que ces missiles peuvent bien sûr toucher les bases américaines jusqu'à l'ouest de la Turquie, ça fait quand même loin, évidemment au Moyen-Orient et Israël, et les États du Golfe. Bien sûr. Waouh, c'est large, hein? Vous voyez la carte, les zones. C'est très large, non, c'est bien. La chaîne qatari Al Jazeera a relayé une annonce importante du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. C'est le test et le déploiement d'un nouveau missile de défense aérienne présenté lors des exercices navals baptisés Contrôle intelligent du détroit d'Ormuz organisé dans le détroit stratégique d'Ormuz, bien évidemment. L'objectif de ces manœuvres est de montrer que l'Iran renforce activement sa capacité à défendre ses navires et ses eaux face à une éventuelle attaque états-unienne ou israélienne. Ce nouveau missile est la version navale du système de défense aérienne Sayad 3G et a été tiré pour la première fois depuis la frégate baptisée Sayad Shizari. Sa particularité est son lancement vertical depuis une altitude opérationnelle d'environ 30 km. Concrètement, ça signifie que les navires n'ont pas besoin de se tourner vers la cible avant de tirer. C'est un peu comme, je sais pas, une sorte de tourelle capable de frapper dans toutes les directions sans avoir besoin de bouger. Ce qui offre donc un avantage énorme en situation d'attaque surprise. Selon Al Jazeera, ce missile peut atteindre une vitesse de 6700 km/h. Une performance impressionnante mais logique. Parce qu'un missile intercepteur doit justement toujours être plus rapide que l'objet qu'il tente de détruire. Sinon, ça ne servirait à rien. Sa portée, c'est environ 150 km et il fonctionne au sein d'un réseau intégré de systèmes aériens coordonné par un système centralisé de commandement. Ça signifie qu'il ne dépend pas uniquement du navire qui le lance, mais qu'il fait partie d'un ensemble beaucoup plus large, capable de détecter et de neutraliser les menaces, même si un navire en particulier est endommagé. Ce système permet de créer une véritable bulle de protection autour des navires iraniens, couvrant une zone pouvant atteindre 300 km de diamètre. Et en pratique, ça renforce considérablement la survie des bâtiments militaires en cas d'attaque aérienne, qu'il s'agisse d'avions, de drones ou alors de missiles ennemis. Avant de continuer, je vous rappelle qu'Holacraft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, de miniatures et des techniques d'animation utilisées par les grands studios. On ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam, pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail et le numéro. Le lien du site est en description. Revenons au sujet. Lors de ces mêmes exercices, il y a un autre élément qui a attiré l'attention. C'est la présence d'un patrouilleur rapide, Haïdar 110. C'est un navire littéralement conçu pour la guerre rapide dans les eaux étroites du Golfe. Précisément, ce bateau peut atteindre une vitesse de 200 km, ce qui en fait une véritable vedette de combat ultra rapide. Il est également capable de tirer des missiles anti-navires, ce qui le transforme en une menace sérieuse pour les navires plus grands, surtout dans des zones confinées comme le détroit d'Ormuz, où la vitesse et la surprise peuvent faire toute la différence, même contre un allié objectivement beaucoup mieux équipé. Parallèlement, le Financial Times, citant des documents russes qui ont fuité, ils affirment que l'Iran a signé un accord avec la Russie pour acheter des missiles portables modernes pour un montant d'environ 500 millions de dollars sur 3 ans. Cet accord prévoit la livraison de 2500 missiles portables de type 9M336, des armes conçues pour abattre des avions, des drones ou alors des hélicoptères à basse altitude. Ce sont des systèmes souvent transportés à l'épaule par un soldat et ils sont redoutés parce qu'ils rendent toute opération aérienne beaucoup plus risquée. Selon certaines informations relayées sur Telegram, on a aussi 2 avions cargo russes qui auraient coupé leur transpondeur. Ce sont des systèmes qui permettent d'identifier un avion après être rentré dans l'espace aérien iranien avant d'atterrir à Téhéran. Ce type de manœuvre alimente donc des spéculations, des suspicions sur des livraisons militaires discrètes.
Aussi, l'Iran a déployé son système de guerre électronique, le Cobra V8, une technologie développée localement pour intercepter, analyser et brouiller les radars ennemis. En pratique, ce type de système agit comme un brouilleur géant, capable de rendre aveugles ou confus les capteurs adverses. Dans un conflit moderne, ce genre de capacité peut être aussi important que les missiles eux-mêmes, parce que celui qui voit en premier peut frapper en premier. Selon d'autres informations, l'Iran a aussi remplacé le système de défense antiaérien S-300 endommagé sur la base aérienne d'Ispahan par un système plus ancien, le S-200. Même si le S-200 est technologiquement moins moderne, il reste quand même capable de couvrir de longues distances et de surveiller l'espace aérien. Vous comprenez que cette décision montre surtout que Téhéran cherche à combler rapidement et avec les moyens disponibles toutes les failles dans son bouclier défensif. L'idée, c'est vraiment d'éviter de laisser un point vulnérable, exploitable par une éventuelle attaque états-unienne et israélienne. De son côté, la chaîne israélienne Channel 12 affirme en citant des responsables iraniens que des rampes de lancement de missiles balistiques ont été positionnées le long des frontières ouest et sur la côte sud de l'Iran. Cette disposition stratégique permettrait de placer plusieurs bases américaines dans la région ainsi que d'autres cibles sensibles à portée directe. En pratique, ça signifie que l'Iran ne se contente pas de défendre, il prépare aussi sa capacité de riposte immédiate en cas de conflit. On note, Sophia Amara, que le ministre des Affaires étrangères iranien est très à l'aise sur une télévision américaine et qu'il parle couramment anglais. Oui, c'est un exercice qu'il pratique fréquemment et il maîtrise parfaitement bien la langue de Shakespeare et plus encore la diplomatie et l'art de tergiverser, de gagner du temps. Donc est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire là ? Moi, j'ai surtout l'impression là que tu es en train de décrire les diplomates occidentaux. Hein. Mais bon, poursuis. Il a dit, il a utilisé pour la première fois un terme justement sur cette chaîne américaine en disant nous sommes prêts, nous avons un accord, le cadre d'un accord. Oui, le cadre d'un accord, c'est ça. C'est différent. Oui. Qui sera prêt? Il l'a dit hier, dans 2-3 jours, c'est-à-dire dans 48 heures désormais, et il a dit un accord rapide, c'est un terme que les Iraniens n'utilisent pas souvent. Un accord rapide est dans l'intérêt des deux parties, à savoir Washington et Téhéran. Il a dit autre chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a dit les Américains ne sont pas en train d'exiger 0% d'enrichissement. Et ça a beaucoup frappé. Ça a fait, comme on dit dans le jargon, de la dépêche. Parce que, et c'est là qu'on voit, et ce n'est pas vraiment surprenant, qu'il y ait une vraie partie de poker menteur. Pardon, je vous coupe. Non, je vous en prie. Ni nous, ni les Américains n'avons proposé l'enrichissement 0%. Effectivement. Alors que les fuites qu'il y a de la part de l'administration sur ce sujet ne vont pas vraiment dans ce sens. Donc on voit qu'il y a aussi une tension dans, j'allais dire, le champ informationnel. L'autre chose, c'est tout à l'heure, à juste titre, le général Richoux parlait des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Les autres propositions qui ont été faites sont la dilution de cet uranium enrichi à 60% ou son exfiltration en direction de l'extérieur, possiblement la Russie, couplé avec un régime de vérification comparable à celui qui était prévu par le JCPOA, à savoir à la fois des inspecteurs mandatés par l'AIEA, mais aussi des Américains qui pourraient très régulièrement se rendre sur les sites ciblés. Sylvie ? Oui, mais de toute façon, ça n'avait aucun sens de la part de Donald Trump d'exiger un enrichissement, enfin l'absence totale d'enrichissement. Au moins, c'est logique, même pour ces gens qui ont l'habitude d'être illogiques à tous les niveaux. Ça n'avait strictement aucun sens de demander à un pays de renoncer complètement à sa souveraineté énergétique. C'est-à-dire qu'on retire littéralement les artères, les veines, les poumons d'un pays parce que pour qu'un pays fonctionne, il faut de l'énergie. L'énergie a toujours existé dans toutes les civilisations. Et d'ailleurs, lorsqu'on définit même l'avancement, le niveau d'avancement d'une civilisation, c'est en fonction d'à quel point elle maîtrise l'énergie. Avant la découverte d'un certain nombre de technologies, de sciences ou alors de pratiques, en règle générale, l'énergie était humaine et animale. C'était les humains qui labouraient les champs, construisaient des trucs manuellement. Même chose avec les animaux. On utilisait des bœufs, ça s'utilise même encore aujourd'hui pour labourer les champs, enfin, certains types de travaux. Ensuite, les civilisations ont appris à utiliser la force naturelle, par exemple les moulins à eau, pour pouvoir moudre du grain. Les voiles pour voyager à travers la mer et laisser le vent pousser les bateaux. Les systèmes d'irrigation pour globalement transformer les déserts en terres fertiles ou irriguer les sols qui ne sont pas assez bien mouillés. À ce moment-là, celui qui contrôlait l'eau contrôlait la nourriture. C'est même pour ça que beaucoup de peuples préféraient se placer en haut des montagnes, près des cours d'eau. D'abord, toute civilisation part forcément du bord d'un fleuve ou d'un cours d'eau. Ils préféraient se placer en haut pour avoir une force
de dissuasion, une force géopolitique par rapport à ceux qui sont en bas. Parce que si jamais, à un moment donné ou un autre, on ne faisait pas ce qu'ils disaient, ils n'avaient qu'à couper l'eau et généralement, la civilisation en bas ne s'en sortait pas. Ce n'est littéralement pas un hasard si les grandes civilisations antiques sont nées au bord des fleuves. Le Nil pour l'Égypte, le Tigre et l'Euphrate pour la Mésopotamie, le Gange pour l'Inde, le fleuve jaune en Chine. Tout ça, c'est une constante réelle. C'est parce que tout peuple a besoin d'énergie. Vers le XVIIIe siècle, tout change avec l'arrivée du charbon. Parce qu'à ce moment-là, l'humanité accède à une énergie concentrée, abondante et indépendante des muscles ou alors des saisons. Le charbon alimente les machines à vapeur. Et avec ces machines, on peut faire tout, littéralement. Le train transporte des tonnes de nourriture en quelques jours. Les usines produisent un tas de trucs en quelques jours. Les navires à vapeur dominent l'océan et peuvent commercer de manière internationale en quelques mois. Puis au XXe siècle, il y a le pétrole. On se rend compte que le pétrole en tant que combustible est encore plus puissant que le charbon. Sans pétrole, il n'y a pas d'armes modernes, pas de transport moderne, pas d'économie industrielle. Comme on le conçoit aujourd'hui. Peut-être que ça aurait été différent, pensé différemment, autrement fait, mais dans l'acception de la civilisation qu'on a aujourd'hui, c'est le pétrole. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les lobbying du pétrole sont aussi puissants jusqu'à présent. Maintenant, l'électricité et le nucléaire sont la base des États modernes. J'insiste sur le mot État moderne. Que la plupart des pays africains ne comptent pas là-dedans. C'est malheureux, mais c'est un fait. Pratiquement tout repose sur l'électricité. Les hôpitaux, Internet, les usines, les banques, l'eau potable, la communication, tout dépend des réseaux électriques permanents. Et parmi les sources d'électricité, le nucléaire fait partie des plus puissants. Un seul réacteur peut alimenter des millions de personnes pendant des décennies. Le nucléaire offre 3 choses fondamentales. La première chose, c'est l'indépendance énergétique. Un pays n'a pas besoin d'importer le pétrole ou le gaz en permanence quand il a le nucléaire. Ensuite, la stabilité. Contrairement au solaire ou encore à l'éolien, le nucléaire fonctionne en continu. D'ailleurs, il fonctionne même de manière plus optimale en continu. On ne peut pas lancer une centrale, puis arrêter, puis lancer, puis arrêter. Non, ça c'est mauvais. Quand la centrale démarre, ça doit seulement continuer sur des décennies. Maintenant, le troisième point, c'est la souveraineté stratégique. Parce qu'un pays capable de maîtriser le nucléaire civil possède des connaissances scientifiques plus avancées. Et l'histoire nous le dit, il existe clairement un lien direct entre le nucléaire civil et la puissance stratégique. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, tous utilisent le nucléaire. Maintenant, quand on vient dans le cas de l'Iran, ce n'est pas seulement un pays moderne, c'est une civilisation vieille de quoi ? 2500 ans, héritière de l'Empire perse. On parle d'une population de 85 millions de personnes. Une population de cette taille a besoin d'énergie massive et stable pour survivre. Le problème est simple. Le truc, c'est qu'avec le pétrole et le gaz, les États-Unis peuvent sanctionner ça ou simplement bloquer. Les importations peuvent être coupées en cas de guerre. Les infrastructures peuvent être sabotées. Or, le nucléaire offre une autonomie pour un État. Dépendre énergétiquement d'un rival, c'est extrêmement dangereux. Et on le sait. Même pas seulement pour un État, pour qui que ce soit. Dépendre d'un concurrent, d'un gars qui ne te veut même pas du bien de base, c'est dangereux. Ce n'est que le bon sens. On compte plein de civilisations qui se sont effondrées quand ils ont perdu accès à leur énergie. Rome décline comme ça. Plein de cités en Mésopotamie également. L'Allemagne de la Seconde Guerre tribale, pareil. Donc l'énergie n'est pas seulement une question économique, c'est une question de survie. La règle n'a donc jamais changé. Une civilisation forte contrôle sa propre énergie. Une civilisation dépendante devient vulnérable. Il fut un temps, c'était le bois, l'eau, les humains, les animaux, puis le charbon, puis le pétrole. Aujourd'hui, l'électricité et le nucléaire. Chaque époque a son énergie dominante et chaque puissance cherche à le maîtriser. Je ne sais donc pas pourquoi est-ce que l'Iran qui cherche à maîtriser ça, c'est un problème pour les autres, bien évidemment. Et ils veulent que vous restiez dépendants. Or, c'est la dernière chose à faire. D'autant plus qu'en face, on a des civilisations constamment belliqueuses. Parce que tous les pays ont droit au nucléaire civil et que ça figurait, évidemment, dans le JCPOA et que de toute façon, il existe des centrales civiles comme celle de Boucher, d'ailleurs, qui est opérée avec la Russie. Il y en a d'autres également. Donc, ça n'avait aucun sens. Donc, c'est pas vraiment une concession qu'il fait. Oui, ceci dit, ils ont quand même enrichi plus de 400 kilos, à plus de 60%. Non. Et alors qu'entre 3,76 et 60%, et on dit qu'ils sont capables d'enrichir à 80-85%. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même une idée et qu'on a plus tendance à penser qu'ils sont en train de nous lanterner tranquillement, comme des
des Iraniens qui ont 3000 ans de diplomatie derrière eux et qui sont capables de faire... Quelle est la nuance que vous voulez apporter, Sylvie? Non, mais simplement, 3,67%, c'est effectivement pour le nucléaire civil. Quand ils l'enrichissent à 60% et qu'ils disent c'est pacifique, non. Parce Oui, voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Donc il y a quand même un vrai sujet, en fait. Il y a encore... Non, il n'y a pas un vrai sujet. Vous n'avez qu'à les laisser faire ce qu'ils veulent. S'ils ont les compétences, ils doivent les utiliser pour pouvoir se protéger de vous. Pourquoi est-ce que la France aurait droit à l'arme nucléaire et pas l'Iran? Sous quel prétexte? Moi, à la place de l'Iran, je ne suis pas d'accord. Moi, à la place de l'Iran, je vois des civilisations qui ne sont puissantes que parce qu'elles possèdent une arme que je peux avoir. Mais je vous envoie, vous tous, vous faire maître, hein. Je vais développer ce truc. Parce qu'au moins, quand je vais arriver à l'aboutissement de ce développement, on va me laisser tranquille. On a eu le cas avec la Corée du Nord. La Corée du Nord avait les mêmes pressions, toutes les pressions de la Terre sur sa tête. Dès l'instant où la Corée du Nord a fini de développer son arme nucléaire, tout le monde s'est mis d'accord que bon, on ne les dérange plus. Plus d'ingérence, plus rien. Parce que dans la doctrine de la Corée du Nord, c'est même l'ingérence est considérée comme une guerre, une déclaration de guerre. Ce qui a pour conséquence une attaque nucléaire contre le pays qui a osé faire ça. Je dis qu'on laisse la Corée du Nord tranquille depuis. Autre chose dans la dimension énergétique, c'est que quand vous avez les deuxièmes réserves de pétrole prouvées au monde et les troisièmes en matière de gaz, est-ce que vous avez besoin de l'énergie nucléaire? Oui, parce que c'est simplement beaucoup plus pratique. C'est simplement beaucoup plus efficace. Pourquoi vous voulez faire en sorte que l'Iran brûle ses réserves d'énergie fossile alors qu'ils peuvent utiliser quelque chose de plus efficace, de plus pertinent et sans avoir à gaspiller des ressources? Donc oui. Et je répète encore, ce n'est pas à l'Occident de définir comment est-ce que des pays doivent utiliser leurs ressources. Si l'Iran décide d'utiliser le nucléaire, l'Iran doit utiliser le nucléaire. Pourquoi est-ce que vous aussi, vous n'utilisez pas le pétrole ou le gaz? C'est juste qu'il pose la question, il ouvre les yeux en mode on touche à quelque chose de pertinent. Non, on n'est pas en train de toucher à quelque chose de pertinent là. C'est pas à vous de décider, tout simplement. À cela, vous pouvez ajouter un autre point, qui est la possibilité d'être fourni en uranium enrichi sous le seuil civil par des puissances nucléaires extérieures. C'est-à-dire que... Pourquoi je vais dépendre d'une puissance nucléaire extérieure alors que je peux le faire moi-même? Donc, j'ai la possibilité de fabriquer moi-même mes choses pour moi. Je n'ai pas à payer. Alors qu'en fabriquant pour moi, je peux tout contrôler. Le prix, l'enrichissement, les livraisons, les deadlines. Je peux tout maîtriser. En dépendant de l'extérieur, j'enrichis les gens dehors. Pourquoi enrichir les gens dehors alors qu'il manque de milliardaires chez moi? Est-ce que ça a même un sens ce que vous êtes en train de raconter? C'est pas possible. Ah, vraiment. Bon. Voilà la France qui se fournissait au Niger jusqu'à présent, considérant le Niger comme son arrière-cour. Pourquoi depuis que le Niger a bloqué la livraison d'uranium, la France est en train de s'agiter dans tous les sens pour réavoir cet uranium? C'est parce que l'uranium, le yellow cake, en tant que matière stratégique, c'est extrêmement important de maîtriser soi-même les flux d'approvisionnement. La France peut aussi se contenter de dire, bon, c'est pas bien grave, on a perdu le Niger, donc on va se contenter de se faire exporter ça. Mais ça coûte infiniment plus cher. Or, l'Iran, lui, il en possède sur son territoire. Pourquoi se fournir à l'extérieur quand tu peux utiliser ce qui est déjà là, sur ton territoire, capable d'alimenter en électricité ton pays pendant des décennies, voire des centaines d'années, et préserver une ressource fossile comme le pétrole pour, je ne sais pas, en cas d'urgence, ou pour faire autre chose, ou pour ne même rien faire et apprécier simplement le fait de garder cette ressource-là? Est-ce que c'est parce qu'on a une ressource qu'on doit automatiquement consommer ça? En même temps, vous ne pouvez pas comprendre. On parle quand même d'un pays qui n'a que le vent et la pluie comme ressources naturelles. Que vous faites zéro enrichissement, vous avez des centrales, mais tout cela, l'uranium enrichi en l'occurrence, vient de l'extérieur. Mais pour l'instant, ça c'est refusé également par le régime. Donc on voit qu'il y a quand même différentes propositions qui sont faites, différentes pistes qui sont envisagées. Est-ce que ça permet d'éviter l'action cinétique ou militaire ? En tout cas, arrêtons-nous un instant maintenant sur l'arsenal militaire iranien. On va venir à l'arsenal côté américain, mais l'arsenal iranien, c'est un des arsenaux militaires les plus importants, les plus diversifiés du Moyen-Orient. Il comprend bien évidemment des drones, des armes anti-navires, mais ce qui demeure très incertain, je crois, ce soir, Général Richaud, et ça pose problème, c'est le volume actuel de son stock de missiles balistiques. Oui, ça, c'est l'incertitude. Oui. Parce que ces missiles peuvent bien sûr toucher les bases américaines jusqu'à l'ouest de la Turquie, ça fait quand même loin, évidemment au Moyen-Orient et Israël, et les États du Golfe. Bien sûr. Waouh, c'est large, hein? Vous voyez la carte, les zones, c'est très large, non, c'est bien. Et puis, voilà la carte. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de
de tirer sur Israël et ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des dégâts. Parce qu'à partir du moment où ils entretiennent un feu nourri dans la durée, eh bien, on a remarqué que la protection antiaérienne d'Israël devenait de moins en moins efficace de jour en jour. Alors, ils ont ces missiles, on dit qu'ils en ont 2000. Sont-ils tous il y en a peut-être il y a peut-être encore des anciens genre Scud, etc. Ça, c'est possible. Mais grosso modo, les plus modernes sont censés être hypersoniques, être capables d'arriver au-dessus de Tel Aviv en 12 minutes. Donc on ne peut pas faire abstraction de cette affaire-là. Donc le volet missile balistique est un des 3 domaines les plus importants de la négociation. Le nucléaire, c'est le premier, missile balistique. Et le troisième, dont on parle beaucoup moins, eh bien, ce sont les milices régionales. Voilà, les milices régionales, c'est un sujet également qui entre dans la négociation actuelle. Hezbollah, Hamas, les Houthis. On va y revenir, oui. Mais aujourd'hui, les médias d'État iraniens ont rapporté que pour la première fois, l'Iran a testé un missile de défense aérienne basé en mer d'une portée de plus de 150 km. Alors ça date du 17 février, mais ça a été annoncé aujourd'hui. Et c'était lors d'exercices militaires menés la semaine dernière, justement, dans le détroit d'Ormuz. Gaël Gorfenwick, on voit bien que l'Iran veut montrer, en tout cas, qu'elle est capable, elle souhaite être capable de provoquer une grande instabilité sur plusieurs théâtres d'opération. Comment ça, elle souhaite être capable de provoquer? Non. Oui, l'Iran est en train de faire une démonstration. L'Iran est en train de démontrer qu'elle peut. Pas qu'elle souhaite pouvoir. Souhaiter être capable, c'est souhaiter pouvoir. Non. L'Iran peut créer tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis n'ont pas immédiatement attaqué. Voilà, aussi simple que ça. Sinon, ça fait longtemps que les États-Unis auraient attaqué. Ils auraient fait tout ce qu'ils voulaient, puis s'en aller en laissant un pays complètement désordonné. Ils n'ont pas pu, parce que l'Iran a justement cette capacité-là à toucher beaucoup et à faire perdre beaucoup à plein de gens. Parce que rien que si on prend le détroit d'Ormuz, c'est 21% du pétrole mondial. Ce détroit-là fait en sorte que les pressions qu'il y a sur Washington sont terribles. Et pas seulement venant de pays extérieurs, même des grands oligarques états-uniens. En l'occurrence, le détroit d'Ormuz, c'est probablement le principal point de fragilité, et avec la possibilité de provoquer des douleurs économiques qui irradieraient bien au-delà du Proche et du Moyen-Orient. Merci. C'est 20% du pétrole mondial à l'exportation qui passe par ce détroit, une partie du gaz, depuis différents ports, celui stratégique de Bandar Abbas qui est tout près du détroit d'Ormuz, mais un autre qui est un peu plus au nord et dont le nom là, à l'instant m'échappe. Il faut savoir que c'est justement là, donc près de la mer d'Oman et de l'océan Indien, que les Iraniens, cette semaine, ont conduit justement des exercices avec les Russes. Conjointement avec les Russes. Et les Chinois. Des bâtiments de la marine russe qui ont appareillé justement au port stratégique de Bandar Abbas. Ouais. Et c'est pas nécessairement... Non, mais vous faites rire le général Richoud. J'en étais sûr, je vous entends marmonner sur ma droite. Non, pas du tout, je veux dire après. Non, mais si vous voulez, ce que les Iraniens et les Russes ont monté n'est pas forcément, je pense, si impressionnant que cela technologiquement. Une si grande envergure. En revanche, et vous avez montré, il y avait une excellente carte à l'instant, la zone de couverture. La portée des différents missiles impossible balistiques. Pour les Américains, même avec si on pouvait tout revoir ce la qu'ils carte ont sur place, Merci, de couvrir cette zone. Je ne sais pas si vous imaginez faire une bulle de cette taille-là. Il faut des moyens absolument colossaux. Mais justement, Sophia Mara, avant de vous donner la parole générale, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite seraient-ils protégés d'une riposte iranienne s'ils n'autorisent pas, comme ils l'ont dit, vous vous souvenez, ils ont dit qu'ils n'autorisaient pas les États-Unis à utiliser leur espace aérien, mais ça ne va pas pour autant les protéger. Même, j'entendais de Téhéran un homme proche du pouvoir s'exprimer et de dire que ça, c'est de la poudre aux yeux. Le fait de ne pas permettre de décoller... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, ce que disait cet expert, ou en tout cas sorte de porte-parole, et qui était proche des passes d'Aran, il disait, à partir du moment où un pays a servi à la flotte américaine de décoller pour nous frapper, eh bien nous frapperons ces bases-là. Parce que ce sont des extraterritorialités et nous en avons les moyens. Et pour répondre à votre question, oui, le balistique reste dangereux. J'en veux pour preuve le fait qu'Israël, plus qu'encore que le nucléaire, réclame avant tout que l'objectif essentiel... La destruction des missiles balistiques, bien sûr. Oui, général. Même chose que zéro enrichissement de l'uranium. Ça relève de la sécurité nationale. Ça relève d'un élément stratégique majeur. Imaginez, vous êtes face à des gens qui
veulent vous agresser tout le temps. Et la seule chose qui fasse en sorte qu'on ne vous agresse pas, c'est parce que vous possédez une arme chez vous. Et maintenant, ces agresseurs-là arrivent et ils disent que si tu ne veux plus qu'on t'agresse, jette ton arme. Vous allez pouffer des rires, vous allez bien vérifier l'arme, si tout est nettoyé et tout, vous allez tenir ça en main. Hors de question. Tout simplement, hors de question. C'est la même chose. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le démantèlement de l'intégralité des missiles balistiques israéliens? Pour montrer leur bonne foi, ils doivent commencer par le faire. Que bon, nous on se désarme, toi aussi désarme-toi. En fait, ce qu'on veut faire, c'est le commerce, vivre, manger, respirer. Tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Non, eux, ils maintiennent leurs armes. Ils ont même l'arme nucléaire. Je pense qu'ils ont entre, je ne sais plus le nombre exact, c'était 20 ogives, 80 ogives, un truc comme ça. Je n'ai pas le nombre exact. Mais ils ont l'arme nucléaire, ils ont des bombes atomiques. De l'autre côté, ils ont des missiles balistiques, et on leur interdit de continuer leurs missiles balistiques. Ils doivent démanteler leur réseau pour vos beaux yeux. Et le pire, c'est que les gars trouvent ça normal. Et quand on leur dit non, ils sont choqués. Il a dit non, mais bien sûr. Vous croyez pour qui? C'est-à-dire, on sent vraiment que les missiles-là ont traumatisé Israël pendant la guerre des 12 jours, en milieu 2025. Parce que Israël pensait frapper sans recevoir de représailles. Ah, ça s'est très mal passé, très très mal passé. Alors oui, pour revenir à l'exercice en 2 mots, là, les Russes, ils ont déployé une frégate et un pétrolier ravitailleur. C'est quand même pas... oui, ça vous semble pas énorme, d'accord. C'est pas énorme par rapport à la flotte aéronavale qui arrive avec le Lincoln et de l'autre côté. Mais le but, général Richoux, le but n'était pas d'intervenir en tant que, je ne sais pas, co-guerrier aux côtés de l'Iran. Le but, c'est de travailler avec l'Iran à renforcer ses capacités. Jamais la Russie a dit qu'en cas de guerre, elle va intervenir dans cette guerre ou que la Russie va déployer des porte-avions pour je ne sais quelle raison là-bas. Non, ce n'est pas l'objectif. Ne souris pas en mode c'est très léger par rapport à ce que les États-Unis font. Les États-Unis sont en train de s'impliquer directement. La Russie est en train de préparer un ensemble de protection avec l'Iran. Ça n'a rien à voir en termes d'approche. Donc, normal qu'il n'y ait pas le même niveau de déploiement. Côté, la même chose qui arrive avec le Ford. C'est sûr, ça fait pas la Chine a un destroyer, une frégate et aussi un navire ravitailleur. Et puis la Chine, l'Iran doit avoir quelques frégates et puis quelques vedettes rapides. Donc c'était quand même pas non plus les manœuvres du siècle. Je veux dire, elles ont un but politique, c'est de montrer qu'ils sont là. Ils déploient un missile antiaérien pour montrer qu'ils sont capables de détruire les vecteurs s'ils décollent. Et donc c'est un message beaucoup plus politique qu'un message de puissance, véritablement. Voilà. Exactement. Et pour la destruction en 2 mots, pour la destruction des bases, etc. La multiplicité des chasseurs qui sont présents sont là pour protéger l'espace aérien, comme ça a été le cas au-dessus d'Israël. C'est-à-dire pour détruire les drones, détruire les missiles qui pourraient... Ludmila. En revenant sur justement la coopération entre l'Iran et la Russie, l'année dernière, au mois de janvier, ils ont signé en partenariat, en fait, un traité stratégique de partenariat, un tiers de documents, bien sûr, il est consacré au domaine militaire, aux coopérations militaires industrielles. Les fameux drones Shahed, tout le monde parle et qu'ils détruisent en Ukraine chaque nuit, soit les infrastructures critiques, soit les domiciles des personnes, ça vient de l'Iran. Si ce n'était pas l'Iran qui aidait, en fait, c'est la Russie qui a acheté après la franchise auprès de l'Iran pour après transformer ça dans les drones qu'on appelle Guéragne, enfin qu'ils appellent Guéragne. Mais il faut non plus, effectivement, une frégate, ça ne veut pas dire lors de la démonstration de force, soi-disant, mais la Russie va rester à côté ou bien faire ce signalement stratégique, alors que justement les relations entre l'Iran et le Washington passent par un moment très très difficile. Alors la Russie montre encore une fois qu'il est à côté, et bon, elle va rester à côté jusqu'à ce qu'elle peut. Sylvie Bermann. En même temps, c'est un partenariat dans le domaine militaire, et effectivement, il y a les Shahed, mais qui maintenant d'ailleurs sont fabriqués plutôt en Russie. Mais la Russie n'a pas voulu conclure d'alliance avec l'Iran. C'est-à-dire pour éviter effectivement qu'il y ait une obligation mutuelle d'intervenir sur le terrain en cas de guerre directe. Alors qu'il y a une alliance avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord, c'est vrai. C'est normal parce que la Corée du Nord relève de la souveraineté stratégique territoriale directe de la Russie. Donc ce n'est pas comparable. Si on regarde même une carte, vous verrez que ce n'est pas comparable. Parce que quand on regarde sur une carte, on se rend bien compte qu'on peut entrer en Russie en passant par la Corée du Nord. Donc il était nécessaire et vital d'avoir vraiment en tant qu'ami proche la Corée du Nord. Corée du Nord qui aussi a ses défis avec l'Occident en Corée du Sud, entre autres.
Général Richoux, si des villes israéliennes sont ciblées, est-ce que l'armée israélienne aura assez d'intercepteurs pour abattre la majorité de ces missiles iraniens, comme elle avait réussi à le faire en juin dernier? Parce que les stocks se sont amenuisés. Oui, d'abord, vous avez remarqué quand même que les stocks ont été refaits, parce que les C-5 et les C-17 qui sont allés au Proche-Orient, ils ont sans doute réapprovisionné Israël. Je rappelle également que la couverture anti-aérienne... Ah, pour vous, Israël a été réapprovisionné en premier, c'est certain. Et puis correctement. Ensuite, vous avez un système de 3 couches. Vous avez le dôme de fer qui est la courte portée. Ensuite, vous avez la fronde de David, me semble-t-il, qui est la moyenne portée, et le système Arrow qui est longue portée. Donc vous avez quand même un système à 3 couches qui protège correctement Israël. Mais on a vu comment ça a protégé correctement Israël jusqu'à ce que l'Iran a réussi à pilonner malgré tout l'ensemble du territoire. C'est chaud, hein? Grande protection. On a vu que c'était pas parfait. En revanche, quand... Après avoir vendu ça pendant 10 ans, que tout est parfait, rien ne peut entrer. Mais non, on a vu que c'était pas parfait. En même temps, il fallait bien tester en situation réelle contre un ennemi qui voulait vraiment être nuisible. Il y a saturation de l'espace aérien avec les drones, avec les missiles. Eh bien, là, on fait décoller un maximum de chasseurs. Donc, ça sera les Israéliens, ça sera vraisemblablement les chasseurs sur le Lincoln, sur les bases aériennes. On rappelle que les Britanniques en ont mis également à Chypre, que le Ford arrive de l'autre côté et que même les Français sont stationnés en Jordanie et qu'on a participé aux frappes, à l'interception des vecteurs l'an passé au-dessus d'Israël. Donc, c'est véritablement, il y a quand même peut-être 100 à 150 chasseurs qui sont capables de participer à l'interception à la fois au-dessus d'Israël, à la fois des bases américaines dans la région. C'est beaucoup, mais c'est pour un espace absolument colossal à couvrir. J'ai fait un short qui résume tout ça. Le parcours du combattant que doit traverser les missiles iraniens pour pouvoir toucher Israël. Attendez, je vous remets ce short-là. Pour frapper Israël, l'Iran doit traverser 28 obstacles. Lorsqu'un missile est tiré depuis l'Iran en direction d'Israël, son trajet est un parcours du combattant. Voici de manière simplifiée les obstacles qu'il rencontre en route. Les navires de guerre américains déployés dans le golfe Persique, les radars israéliens installés en Azerbaïdjan, d'autres radars israéliens positionnés au Turkménistan, les systèmes de défense aérienne des bases américaines en Irak, la défense aérienne de la base américaine en Syrie, des radars américains en Arabie Saoudite, des radars au Qatar, des radars déployés en Irak, des radars au Koweït, des radars aux Émirats Arabes Unis, des radars au Bahreïn, un radar britannique basé à Oman, des systèmes de radar de l'OTAN en Turquie, la défense aérienne jordanienne, des avions de chasse américains qui patrouillent dans le ciel jordanien, des avions de chasse américains qui opèrent au-dessus d'Israël, des avions de chasse britanniques dans l'espace aérien de la Jordanie, des avions de chasse britanniques au-dessus d'Israël, des avions de chasse français dans le ciel jordanien, des avions de chasse français dans le ciel israélien, la défense aérienne des navires américains déployés en mer Rouge, des bâtiments de guerre américains en Méditerranée, des bases aériennes britanniques disséminées dans la région. Le missile a traversé tout ce que je viens de citer. 23 obstacles. Maintenant, une fois le missile entré dans l'espace aérien israélien, la couche finale s'active. Le radar américain TPY-2, considéré comme ultra moderne. Les systèmes antimissiles américains THAAD. Les systèmes israéliens Arrow 1 et Arrow 2. La fronde de David et le célèbre dôme de fer. Sur papier, on parle donc du réseau de défense aérienne et antimissiles le plus dense et le plus cher, le plus sophistiqué et le plus intégré jamais construit. Une véritable toile d'araignée technologique couvrant toute la région. Et pourtant, malgré ces empilements d'obstacles, de radars, d'intercepteurs et d'avions, des missiles iraniens parviennent malgré tout à traverser le dispositif et à frapper Israël. Ce simple fait en dit long sur les limites réelles des systèmes présentés comme infaillibles. Vous avez vu comment c'est beaucoup, non? Malgré tout, ça passe. Oui. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.